24 août 2014. Bienvenue à tous à Jeudi Grèce. Avec moi, Mastapi en tant que modérateur. Nous avons JL Bimbo. Aïe. Nous avons également le rédacteur chef LPN. Oui, on est là, dans la place. Et nous avons avec nous PGB. Oui, c'est moi. PGB, bonjour. Désolé, je t'avais déconnecté. Bonjour, en direct de Dubaï, je suis là. On devient international. Nous avons parlé la fois passée de la présence de Forbes en Afrique. Eh bien, des gros groupes s'intéressent de plus en plus au continent. Je pense à IBM qui a lâché 100 millions de dollars sur 10 ans. Ce ne sont plus les sociétés traditionnelles qui investissent sur l'Afrique. Ce sont des sociétés qui sont venues chercher de l'argent et non plus chercher des matières premières. Ils sont venus chercher de l'argent. Pourquoi ces gens déversent autant de millions sur le marché, créent des choses sur le marché, alors qu'on nous dit d'un autre côté que rien ne va plus? D'abord, je ne pense pas que ces gens-là créent quoi que ce soit en Afrique. Comme tu viens de dire, ils sont là pour chercher j'ai oublié le terme, un relais de croissance. Voilà. Un relais Parce que la croissance... c'est là-bas qu'elle se trouve en ce moment. Voilà, il n'y a plus de croissance en Europe. Oui. Bah, il faut trouver ailleurs la croissance. La croissance en Afrique a toujours été au-delà des 5%, même quand on était dans la merde. Donc, ils ont un relais de croissance qui est intéressant. Ils mettent des sociétés de consultance, ils mettent des sociétés de business intelligence, ils mettent des sociétés technologiques, s'il vous plaît. Là, je t'arrête, Mastat. L'objectif d'une société en expansion, qu'elle soit dans les sociétés traditionnelles, donc soit une société qui investisse dans le pétrole ou dans les mines ou dans les choses comme ça, son objectif n'est jamais de créer de la valeur. La question, qu'est-ce qu'on pensait? Moi, ça m'inquiète. Ça t'inquiète. Parce que ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est des justement. prédateurs d'affaires, de bonnes affaires. Exactement. Il semblerait que SAP soit conscient que les pays africains, que certains acteurs africains sont capables de payer ces services. Et c'est ça pour moi le changement. Non, ils n'auront pas le choix. C'est différent. Je suis d'accord. Ils n'auront pas le choix. Je connais personnellement plusieurs, on va dire des jeunes et des moins jeunes, qui actuellement travaillent pour ces sociétés-là. Que ce soit Google, que ce soit Microsoft, IBM, je connais personne chez IBM, mais que ce soit les sociétés de consultance, Deloitte, Ernst Young, Capgemini et autres, je connais des jeunes qui travaillent pour ces sociétés-là. Oui. Et le type de travail qu'ils font n'est pas différent du type de travail qu'on a ici. Ce sont des jobs qui sont au niveau, je dirais, international. Et donc, c'est intéressant de voir que ce genre de jobs sont disponibles au bled. Donc, toi, tu es optimiste par rapport à ce fait-là? Disons que je pense qu'il y a là une opportunité pour les acteurs du bled de rentrer dans la cour des grands, dans le jeu. D'accord? Mais il faut bien gérer ça, parce que si c'est mal géré, on va se retrouver dans la situation, par exemple, des Européens qui ont vu l'arrivée de ces grands groupes de consultance et par les jeux des prix et des tarifs des employés, ont vu 80% de ces jobs migrer vers l'Asie. Moins business et plus technologique. On a vu dans la plupart des grandes métropoles africaines pousser ce qu'on appelle des hubs technologiques ou des incubateurs de start-up, pour parler en français correct, pousser à gauche, à droite. Vu que ça part d'une volonté politique et non pas d'une nécessité business comme aux États-Unis ou en Europe, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ce genre d'initiative? En d'autres termes, est-ce que ça peut rapporter de l'argent, ces startups électroniques africaines? Ces structures sont intéressantes parce que justement, ces personnes qui peuvent être d'une part exposées à cette technologie ou plutôt à cet enseignement et qui peuvent l'utiliser, peuvent partir. C'est-à-dire, si tu veux dire quitter le... Voilà, si le hub n'est pas là, ils iront là où ils peuvent utiliser ce qu'ils savent faire. Tout bénéfice, c'est que si vous avez le hub, même si vous les construisez, même si la volonté politique est à l'origine, vous gardez au moins des gens qui peut-être pourront amener quelque chose. Je vais être un peu paranoïaque, mais il y a beaucoup d'infiltration extérieure. Je m'explique. Il y a des Américains dans tous les plans, il y a des Européens dans tous les plans. Oui. C'est comme si ils étaient à l'affût du petit Zuckerberg local qui aurait eu l'idée que les autres n'auraient pas eu et qui pourrait directement la siphonner à la source avant que quelqu'un d'autre Les seuls gars qui vont réussir à comprendre l'intérêt de ce que le développeur du Mali a fait sont des gens qui sont exactement au même niveau que lui. Tu veux dire au niveau technologique? Voilà, et ces gens, pour l'instant, viennent de très 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 loin.
Quand tu dois convaincre quelqu'un dans ton pays que ton logiciel va aider à faire quelque chose, les gens ont beaucoup de problèmes. Et curieusement, le gars qui vient de Los Angeles, de la Silicon Valley, lui va dire « Ah, ok, j'ai pigé. » Et c'est parti. Pour faire de l'argent, il faut qu'il y ait une clientèle. Pour qu'il y ait une clientèle, il faut un pouvoir d'achat. Est-ce que la population africaine, en général, a le pouvoir d'achat de pouvoir se payer des robes tous les jours, d'acheter des chaussures tous les jours, d'acheter tout ce qu'on peut acheter? Mais tu as vu que non. Si cette société africaine devient une société hyper consommatrice comme la société occidentale, américaine ou européenne, eh ben, ils seront là. Les hubs, c'est bien joli, mais je pense qu'on est en train de faire la même erreur qu'on a fait avec les universités. Chaque pays est allé avec son université. Tous les pays n'ont pas besoin de hub. Pourquoi? Parce que un hub doit être associé à un marché, à un pôle de compétences. Est-ce que tous les pays ont son pôle de compétences? Je ne le crois pas. Au lieu d'avoir 10 milliards de hubs, au lieu d'avoir 54 ou 55 hubs, en fonction du nombre de Somalie. Voilà. Mieux vaut avoir moins de hubs, mais des hubs plus performants. Je discutais avec le rédacteur chef l'autre jour parce que nous avait balancé un ou deux petits clips de ce qu'on appelle la K-pop. Je crois qu'il y a un équivalent japonais qui s'appelle la J-pop. Ça fait 20 ans que la nation coréenne et japonaise se prépare à envahir le monde par le biais de la pop, que celui qui n'a jamais écouté Gangnam Style me jette la première pierre. Comment se fait-il qu'au Bled, il n'y a jamais eu une tentative, un mouvement d'industrialiser la musique pour en tirer des bénéfices en sonnant et trébuchant? Nous sommes la source de tout ce qui est musique qui marche. Comment ça se fait-il que nous sommes les seuls à ne pas pouvoir en profiter? Il faut que je parle là. Il parlait de coefficient d'exagération africaine. Pour faire de la musique, pour faire quoi que ce soit au niveau industriel, au niveau business, il faut de l'éducation. L'éducation musicale chez nous, c'est toujours pas ça. Je ne savais pas qu'il fallait de l'éducation pour écouter Gangnam Style quand même. Non, mais il faut de l'éducation, il faut une certaine éducation pour pouvoir essayer de faire de Gangnam Style un truc international qui est le plus vu sur Internet après Justin Bieber. C'est ce que je disais, il faut une stratégie pour industrialiser une matière première culturelle. Mais à partir du moment, si jamais tu commences à industrialiser, tu vas donner plus de pouvoir à quelqu'un. Et c'est ça le problème au Bled. Voilà, à partir du moment où tu vas donner du pouvoir à quelqu'un, ça va pas, non? La musique africaine est déjà industrialisée. Simplement, elle n'est pas industrialisée comme la musique occidentale. Elle n'utilise pas les mêmes canaux que la musique occidentale et qu'elle ne se base pas sur la vente de CD, de clips vidéo ou de choses comme ça. Mais le sonnant et trébuchant généré n'est pas le même. Non, parce que les populations cibles ne sont pas les mêmes. Mais le coupé décalé. Ici, on parle d'une domination mondiale. À partir du moment où tu dis, je vais mettre sur le marché une musique avec un groupe où il y a 12 personnes chanteurs, hein. C'est pas un zaïko où tu as le bassiste, le contrebassiste, les deux background vocals, le guitariste, etc. Non, c'est 12 chanteurs qui sont devant. Ça, à mon avis, ça c'est de la stratégie, c'est pas de la culture, c'est de la stratégie. Clairement. Non, mais ça rapporte de l'argent, donc c'est pas de n'importe quoi. C'est de la stratégie. Ce sujet-là, nous le ferons en 3 parties parce qu'il est assez vaste. Il s'agit du sujet des humoristes africains. Dans la première partie, nous allons nous intéresser à nos frères et amis anglophones. Anglophones parce que dans leur travail, ils parlent en anglais. 3 exemples que j'ai en tête comme ça. Il y a une Ougandaise très célèbre qui s'appelle Anne Kansime, Trevor Noah, qui est devenu tellement fort que les Américains l'ont volé à l'Afrique. Le Ghanéen Michael Blackson, pareil. Et donc, il y a toute une génération de comiques anglophones qui réussissent à s'exporter. Est-ce qu'il y a là un nouveau marché pour nos amis les artistes? Parce qu'il semblerait que les comiques ont plus de facilité à avoir les visas que les chanteurs. Non, mais les comiques ont une expérience de vie plus courte chez nous. Je prends l'exemple de la dame, là, Anne Kansime de l'Ouganda. Elle a une série de sketchs très très populaires sur YouTube, mais je suis une des rares personnes, et ça c'est une question de goût, qui a des difficultés à apprécier ces blagues. Oui, mais j'ai vu même Michael Jackson. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y aurait un secret pour exporter le modèle humoristique d'une culture à une autre? Parce qu'il y a quand même 56 pays au bled. Et je ne crois pas qu'on rigole tous de la même façon. À mon avis, les blagues sont exportables. Ok, on n'est peut-être pas représentatif. Non, c'est ça. Ça, c'est une question de goût. C'est pas une question de qualité. Voilà, c'est une question de goût. Ouais. Mais le gars, il remplit ses stades.
C'est cette fameuse liberté d'expression est appréciée différemment dans tous les pays. Et quelque part, j'ai l'impression que les anglophones ont un tout petit, comment dirais-je, quelque chose de plus que. Voilà. Je prends l'exemple des guignols. Il y a l'équivalent des guignols français. Qu'on fait en coproduction avec les Kenyans, je crois. Régulièrement, ils se moquent des politiciens. Et ils ne se cachent pas, ils donnent les noms. Ça très bien. Ils donnent les noms. Donc, c'est une chose qui est effectivement, pour revenir sur ce que qui est propre aux anglophones. Ils peuvent avoir ce niveau d'autodérision. Et c'est pour ça que moi je voulais insister sur ce sujet, c'était de savoir, il y a un humour propre au blédard. On a une façon de rigoler entre nous. Ouais. Est-ce qu'on peut injecter un peu de cette spécificité nationale, enfin locale, dans ce mouvement? Dans ce gros mouvement international, tu veux dire? Oui. Je pense que c'est possible. Mais ce qu'il y a, c'est une question de pouvoir imposer sa culture. C'est vraiment au niveau de, à partir d'un moment où on est regardé et qu'on arrive à imposer sa façon d'une manière ou d'une autre, sa façon de vivre, sa façon de rire, où on n'est plus regardé comme le petit pauvre. À ce moment-là, même notre humour sera apprécié à sa juste valeur. Si jamais on arrive à faire d'un type comme celui-là, un type, comment dirais-je, j'ai perdu mon latin, un humoriste, mainstream, c'est ça, voilà, c'est ça. Effectivement, tu as perdu ton latin. À ce moment-là, oui, il y aura d'autres vont venir avec des concepts typiquement africains, ça va renouveler le genre. Je ne dis pas qu'on doit être à 100%, que le spectacle doit être 100%, mais je pense que ce serait intéressant qu'on mette un petit soupçon, une petite épice pour donner un petit goût. Mastapi, oui. Le challenge à ce niveau-là, c'est la perception. Le sujet réseaux sociaux de la semaine, personne n'y a échappé, c'est le fameux ALS Ice Challenge. ALS, d'abord, c'est la dénomination anglaise de la sclérose latérale amyotrophique. Bon, plus connu en français standard. À tes souhaits. C'est le nom de maladie de Charcot. Il y a eu sur Internet une vague de vidéos montrant des anonymes et des célébrités se livrer à ce challenge qui consistait à se verser sur la tête. Ce défi. Ce défi, merci. Le français est en lettres dans ce podcast, qui consistait à se verser sur la tête un seau d'eau plein d'eau glacée. Il y a eu un certain succès jusqu'à ce que, et c'est ça ce qui nous amène le sujet d'aujourd'hui, une certaine polémique apparaisse sur les mêmes réseaux sociaux et qui consiste à dire oui, les Africains, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de l'eau potable quand ils veulent et ils doivent faire des kilomètres pour avoir de l'eau et vous vous retrouvez à gaspiller de l'eau en vous le jetant sur la tête dans un challenge stupide. Tu fais ça très bien. Tu devrais être un humoriste. J'essaye de restituer le ton des messages qui est arrivé sur les réseaux sociaux. Ma question est la suivante. Est-ce que cette polémique est justifiée ou est-ce que c'est vraiment... Attendez, il y a des gens qui se versent l'eau mais qui ne contribuent pas. C'est ce que je dis. Comment tu sais C'est la vérité. Ça, c'est un. Et deux, je me rappelle d'un autre hashtag qui s'appelait Bring Back Our Girls. Ou qu'en est-il venu? Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on doit essayer de récolter de l'argent, il faut arriver à faire une mise en scène autour. Du coup, on fait des télétons, on fait des concerts des enfoirés, on fait des We Are the World. Alors que si jamais on voulait vraiment lâcher de l'argent pour pouvoir faire quelque chose, prends l'argent là où il est, mets-le là où tu dois le mettre. C'est tout. Autrement... Il y a une différenciation, c'est vrai, entre la zone où ça a commencé, l'épicentre du phénomène, les États-Unis, et les autres endroits où finalement les gens font les choses parce qu'on les a fait comme ça sur Internet. Les gens pensent être en proximité avant de découvrir qu'il y a bien 6000 km entre eux. Et il y a une chose, moi, le seul côté positif de ce Ice Bucket Challenge, c'est qu'il a gommé des réseaux sociaux le fameux Fire Challenge. Parce qu'avant ça, il y avait ce qu'on appelle le Fire Challenge. Il consistait à se verser dessus un produit inflammable et de se mettre d'allumer. Et c'était une catastrophe, il y a eu des morts, il y a des gens qui ont été à l'hôpital. Et c'était pour guérir quoi, les pouces? Mais c'était pour rien, c'était un challenge débile. Ah, ok. Et c'était même arrivé au bled, donc au bled, les gens ont trouvé des comment on appelle ça? Ils ont trouvé des seaux et de la glace. Ils ont trouvé de la glace au bled. Voilà, et je retombe sur mes pattes.
il y a au bled l'apparition d'une classe moyenne qui veut être dans la mouvance internationale de ce genre de bêtises qui se font ailleurs. Donc ils ont des selfies. On de la est glace. solidaire à la bêtise mondiale au bled et donc on veut aussi participer à ce mouvement à cette nouvelle période glaciaire. Et Oh mon Dieu. nous en arrivons sur cette mode de bonne humeur à la séquence que tout le monde attend, la review du film que... Bande-annonce. La bande-annonce, oui, la review de la bande-annonce du film que vous devez voir à tout prix grâce à un superbe trailer. Je vous présente, mesdames et messieurs, The Good Life. C'est une bonne série B américaine. Mais c'est un film, c'est pas une série. Un film de classe B. C'est pas un top. Attends. La fille qui est là est une Academy Award winner, s'il te plaît. Oui, mais ça ne change rien. L'histoire, en 2 mots. Ben, l'histoire, c'est quoi? C'est 3 Africains qui peuvent pas se séparer, c'est ça, parce qu'ils ont été traumatisés. Et la fille essaie de les faire vivre aux États-Unis, mais bon, enfin bref. Perdu. On va raconter l'histoire. Et ce que j'ai aimé, bon, c'est un film américain, filmé avec des moyens américains, avec des trucs. Vraiment, Américain, ouais. on voit que l'Afrique est pauvre. Hein. D'ailleurs, on se demande, quand on voit ça, et quand on fait la revue de tout ce qu'on a balancé sur l'histoire, on se dit, mais pourquoi SAP, Oracle, Et ça peut être un phénomène urbain, tandis que là, c'était des bergers qui vivent dans la brousse. Les Africains, là, on dirait des acteurs français, tu vois. Ils ont Je ne crois pas que c'est un compliment. ils ont un texte, on dirait, ils sont dans la récitation. Hein? Je ne sais pas si c'est des acteurs professionnels. Je ne pense pas. Hein? Le petit Somalien du capitaine Philippe, c'est plutôt mieux débrouillé, quand même. C'est le même gars. Le thème de la femme courage, sasser, ressasser, et ressasser. Et étrangement, c'est les mêmes producteurs que The Blind Side, Oui. qui lui a eu un Oscar. Oui, pour si ça se trouve, c'est le cousin germain du gars qui avait fait Erin Brockovich. Je vais faire le thème de la femme courageuse. J'ai supporté ça que dans Alien. Heureusement que c'est... Apparemment, c'est l'histoire vraie, c'est tiré d'une histoire. Non. Et transporter de la campagne à l'Occident sans passer par la capitale de chez soi, je trouvais que c'était quand même un sujet intéressant. D'accord? Maintenant, le traitement qui en est fait et qui met en avant beaucoup plus les Américains que le travail d'insertion des blédards, c'est sur ça surtout que je trouve que il y a certains films qui nous concernent qui ne seront bien faits que quand ils ne seront faits par nous-mêmes. Les amis, je vous remercie beaucoup de votre participation à Jeudi Grèce, édition du 24 août 2014. N'oubliez pas, chers auditeurs, continuez à nous envoyer des questions sur des thèmes que nous pourrons aborder lors de l'émission. Je remercie pour leur participation JLB, Aïe. le rédac chef LPN Si. et PGB en direct de Dubaï. Oui, c'est moi.